Et alors, sur la grippe aviaire, qu'est-ce que vous avez inventé alors, Fred? Vous allez foutre de ma gueule. Alors, Fred Vargas, vous sortez chez Viviane Ami un nouveau polar qui s'appelle Dans les bois éternels. Mais vous êtes ici ce soir avant tout pour parler du livre de Cesare Battisti, publié chez Grasset Rivage, préfacé par Bernard-Henri Lévy, postfacé par vous, qui s'appelle Ma cavale. Mais qu'est-ce que tu reproches au Resto du Cœur exactement? Alors, ça s'appelle Ma cavale. Et dans ce livre, depuis sa cavale du bout du monde, à moins que ce soit au bout de la rue, on ne sait pas, Battisti rompt le silence et se justifie sur les raisons de sa fuite. C'est une sorte de plaidoirie dont il pourrait bénéficier s'il avait droit à un nouveau procès en Italie, ce qui n'est pas le cas. Alors, on va faire une espèce de flashback sur l'affaire Battisti. Donc, dans les années de plomb en Italie, Battisti est membre d'un groupuscule gauchiste accusé d'assassinat. Combien? 2. Voilà. Et il est condamné à perpétuité en Italie. Pas pour ça. Il est livré par un commando armé et pour d'autres affaires le concernant, il est jugé par contumace. Et au procès, il est chargé par son ancien collègue du groupuscule PAC, qui s'appelle Mouti, qui est un repenti, et donc qui le charge, qui dit c'est lui le responsable, évidemment, comme font tous les repentis. Alors, Battisti s'en va au Mexique, où il fait des petits boulots pendant 9 ans, et en 1990, Mitterrand accorde l'asile politique aux ex-terroristes italiens, et il vient s'installer à Paris, où il est gardien d'immeuble et auteur chez Gallimard. Voilà. Alors, en 2002, Berlusconi demande son extradition à la France, et la France renie ce qu'on appelle la doctrine Mitterrand, c'est-à-dire la protection de ces ex-terroristes italiens, et accepte donc l'extradition de Battisti, qui part en cavale. Et en cavale, il écrit, il dit c'est ça ou mourir. C'est assez poignant d'ailleurs quand il en parle, quoi. C'est vraiment, il se raccroche à ce bouquin, à l'écriture de ce bouquin, comme une bouée de sauvetage dans l'océan, quoi. C'est sûr qu'il a écrit pour survivre, ça se sent à travers chaque ligne. Et Ouais. pour s'expliquer, puisqu'il n'a jamais eu de procès. Ouais. C'est tout ce qu'il demande. Ouais. Il n'a jamais pu s'expliquer de ce dont on l'accuse. Battisti dit « Je n'ai pas tué hein. ». Il dit « Je n'ai jamais tué personne. C'est vrai, j'ai participé à ce groupuscule, mais je n'ai jamais tué personne. » Voilà. C'est vrai. Bon, présomption d'innocence. Qu'il faut entendre, oui, de toute façon. Hein, Ouais. Ça n'a rien à voir, mais Outreau nous a quand même montré tragiquement qu'on est obligé d'écouter quelqu'un qui le dit et qui a été accusé par le chef du groupe, dont Battisti n'était pas du tout chef de ce groupe. Hein. C'est le chef et fondateur du groupe, le très radical Pietro Muti, dont il fait un très joli portrait d'ailleurs, très fin, qui, une fois Battisti parti depuis 1 an, quand il s'est fait choper encore les armes à la main, lui, il était accusé de meurtre, donc il avait la perpète en face. Et il a tout chargé avec d'autres du groupe sur les épaules de l'absent. Voilà. Les absents ont toujours tort, c'en est la preuve exemplaire. Là, voilà. on essaye que l'absent ait raison. Ouais. Donc, Battisti, le problème, moi, on me dit oui, voilà, l'extrême gauche armée. Non, moi, je défends aucune sorte de violence nulle part. Il n'a pas eu de procès, il n'a jamais eu de procès, Battisti, pour ses homicides. Il n'était pas là. Et la France a, depuis des siècles, inventé un truc qu'on met entre l'accusation et la prison à vie. En plus, quand même, qui s'appelle un procès, qui est un truc assez malin, où on a le droit de se défendre, soit devant ses juges, de ce qui nous est reproché. Il ne l'a jamais eu. Je me bats parce que la France l'a extradé, c'est-à-dire l'envoie directement en prison à perpétuité, sans procès. Et donc, il a le droit à un procès, Battisti, comme n'importe qui, d'où qu'il vienne et quoi qu'il ait fait. Bon, après, là, on a commencé à discuter d'innocence, mais il se trouve qu'il n'a pas commis ce meurtre, c'est vrai. Mais même s'il les avait commis, je demanderais que tout homme, toute femme, tout gosse ait un procès. Oui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si la France le renvoie en Italie, il ira en prison à perpétuité sans jamais avoir été jugé. C'est ça votre problème? Oui, c'est le problème parce qu'en Italie, c'est le seul pays d'Europe où quand on attrape un contumace, c'est-à-dire un condamné en son absence, on a le droit de l'emprisonner directement. Nulle part ailleurs. C'est-à-dire que la France a rompu sa loi sur les condamnés absents, les contumaces, en acceptant qu'un homme... L'extradition. Voilà. C'est très amusant comment on a fait pour briser la loi. Vous n'êtes pas trop d'accord avec ça, hein? Vous êtes Ça dépend sur quoi. plus réservé, oui. Je suis plus réservé pour 2 raisons. Il y a un point sur lequel je suis entièrement d'accord. François Mitterrand, président de la République française, a donné sa parole. Et ça a été confirmé ensuite par des gouvernements qui n'étaient pas des gouvernements socialistes. Donc il y a eu un consensus
à condition que ceux qui étaient protégés par cette règle, qui n'est pas une règle de droit, qui est une règle de fait, à condition qu'ils ne fassent plus de terrorisme. Or, ils n'ont plus fait de terrorisme. Ce sont des ex-terroristes, ils sont à la retraite, ou ils font autre chose, ils font des romans, ou ils travaillent. Bon. Ce sont des gens donc qu'on doit garder, qu'on ne doit pas rendre. Il y a quelque chose de très choquant dans l'idée qu'il y a des fugitifs comme ça qu'on va livrer, alors qu'on a promis de ne pas le faire. Ça me choque beaucoup. Donc sur ce point-là, je trouve que la campagne Battisti est parfaitement justifiée. Mais il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est qu'en Italie, toutes sortes de gens ont dit « mais vous êtes fous en France, tous ces gens-là, c'était des terroristes, n'oubliez pas ». Et donc il y a un son de cloche très différent en Italie et en France, y compris dans des cercles qui ne sont pas du tout des cercles répressifs ou d'extrême droite ou je ne sais quoi. Ce sont des cercles démocratiques. Donc, ce qui vous frappe aujourd'hui, c'est qu'on défend ici quelqu'un qui en fait est considéré par ses compatriotes comme un terroriste, quoi. Oui, non, mais je ne suis contre l'extradition, hein, je suis en clair. Je suis contre qu'on l'extrade. Bon, ça c'est une chose. Alors, il y a une deuxième chose qui me gêne, mais ça, c'est pas du tout le cas de Fred Vargas. Hein. Mais dans la campagne pro-Battisti, autour, il y a quand même l'idée sous-jacente qu'on va donner une version de ce qui s'est passé pendant ces années de plomb qui est édulcorée et qui finalement est largement falsifiée. Ça consiste à dire, oui, mais alors à l'époque, vous comprenez, il y avait une sorte de guerre civile entre deux entités qu'on met sur le même plan, l'État italien et puis les groupes d'extrême gauche. Mais je trouve que c'est une folie. On ne peut pas mettre sur le même plan un État qui est resté démocratique pendant toutes ces années, qui est resté démocratique, même s'il y a eu des bavures, des exagérations, tout ce qu'on veut, il est resté démocratique, et des groupes, y compris celui de Battisti, qui eux, si jamais par malheur ils avaient pris le pouvoir, auraient instauré une dictature féroce, avec une répression sans pitié. On ne peut pas les mettre sur le même plan. Et c'est ça qui me gêne dans une partie de la campagne pro-Battisti. On oublie ce qu'étaient vraiment les années de plomb. C'était une entreprise terroriste de masse, qui était d'un danger extrême, y compris pour la classe ouvrière. Et les syndicats étaient très hostiles à tous ces gens-là. La plupart, le Parti communiste était le plus en pointe contre surtout qu'à l'époque, c'était le Parti communiste de Berlinguer qui était plutôt dans la... Qui commençait à s'ouvrir. L'européisation du Parti communiste. Et toute la gauche italienne était hostile aux terroristes. En ce qui concerne Battisti, ce que je trouve pas normal, bon, pour en finir avec les années de plomb, parce qu'on peut pas... C'est difficile, hein, et moi, je ne fais pas l'apologie de l'extrême gauche armée, je répète, une fois de plus. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je ne veux pas, je ne considère pas ça normal en France, pour lui ou quiconque, qu'un homme dont on ne sait pas s'il a fait ou pas ce qu'on lui reproche, aille en prison à perpétuité sans qu'on lui donne une fois la possibilité, une fois, de s'expliquer devant ses juges. Et quand je lisais tout à l'heure un éditorial dans l'Express qui disait « il est lâche, il est en fuite alors qu'il devrait avoir le courage de se présenter devant la justice », certes, mais quelle justice? Il n'y a pas de procès de prévu pour lui. Et j'aimerais bien qu'il ait un procès. Lui aussi, il le demandait avec des observateurs internationaux, par sécurité, et je ne m'en ferai pas puisqu'il n'a pas tué ces gars. Donc vous trouvez normal, comme Bernard-Henri Lévy l'écrit dans la préface du bouquin, qu'il soit en cavale tant qu'il n'a pas un procès? Tant qu'il n'a pas l'assurance, comme tout le monde, comme vous, comme moi, comme n'importe qui, de pouvoir dire « bon, ces 4 meurtres, on me les fout sur le dos, voilà ce qui s'est passé, voilà où j'étais », enfin bon, de s'expliquer qu'il y a des preuves, des contre-preuves. Il n'y a pas une preuve dans l'affaire Battisti, il n'y a que des paroles de repentis, de dissociés, qui ont été libérés. Parce que Pietro Muti, qui était accusé de meurtre, hein, il a été libéré au bout de 8 ans de service auprès du juge Armando Spataro quand même. Battisti, c'est le seul absent du groupe qui s'est pris une perpétuité dans les PAC. Et donc quand il est revenu en 91, il a appris qu'il avait sur le dos tous les meurtres des PAC, alors qu'il était sorti précisément du groupe pour cette raison, trop de sang, comme il l'explique. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on écoute cet homme, qu'on enlève le torrent de haine qui s'est déversé sur lui de manière irrationnelle, qu'on se calme, qu'on écoute cet homme et qu'on regarde si on peut pas, s'il n'y a pas un moyen de lui faire un procès. Ou si on ne peut pas, on ne l'extrade pas. Mais qu'est-ce qui va se passer alors? Il faut revenir à l'ancienne jurisprudence. C'était une grande sagesse, au fond. Ça consistait à dire, bon, on ne va pas pourchasser indéfiniment les gens, même quand ils ont commis ce qu'ils ont commis. Si on obtient en échange d'une sorte d'indulgence et d'une protection, le fait qu'ils quittent la lutte armée et qu'ils arrêtent le terrorisme en Italie. C'était plutôt bien vu de faire ça. Ça a rendu service d'une certaine manière à la démocratie italienne. Parce qu'il y en a eu des centaines qui ont passé la frontière et puis qui se sont rangés. Et ça s'est arrêté. Surtout qu'ils avaient déjà arrêté. Battisti, il est sorti de la lutte armée le 9 mai 78, très exactement. Ça fait 28 ans. C'est pas des...
Et il n'avait jamais tiré sur personne. Cela dit, il faut corriger une chose, c'est que... Selon lui. On a parfois tendance à présenter l'Italie comme un pays ultra répressif. Les ravisseurs d'Aldo Moro, ils sont sortis. Hein. Ouais. Les Brigades Rouges, ils sont plus en prison. On a jugé ceux qui étaient responsables de l'attentat de la Piazza Fontana. Et finalement, on les a tous, l'Italie, hein, les a tous acquittés au motif qu'ils avaient été accusés par des repentis et que la parole des repentis n'est pas fiable. Alors, oui, alors que celle de Mouti est prise en compte, oui. Alors qu'elle a beaucoup servi dans d'autres... Alors, qu'est-ce qui reste, Fred, comme solution? Maintenant, il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais. Donc, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, il y a la naturalisation aussi. C'est-à-dire que Battisti peut être naturalisé français. Oui, parce qu'on lui a retiré sa naturalisation quand il était en prison, quand ils l'ont emprisonné 3 semaines en 2004. Qu'est-ce qui s'est passé, Fred? Comment ça se fait que d'un seul coup, vous êtes venu comme ça, focalisé sur l'affaire Battisti, comme si vous étiez Voltaire et si c'était l'affaire Calas? Bon, quand Battisti s'est arrivé, ça a croisé ma route, j'ai dit « Ah là, ça va pas non plus ». J'étais une des dernières à signer, qu'on ne dise pas que je m'emballe pour un oui, pour un non. J'ai dit « Non, moi je signe pas parce que c'est un gars qui crée du polar ». Faut pas déconner, on va pas faire du corporatisme, c'est idiot. Donc, comme je suis historienne, archéologue quand même, j'ai compulsé mon dossier, ils m'ont dit « Mais tu nous emmerdes, signe ». Non, je travaille d'abord. J'ai travaillé, ensuite j'ai vu que ça n'allait pas du tout, cette affaire, et quel était le marché. J'ai signé, et ensuite j'ai continué à travailler. C'est mon drame, c'est que je travaille, une fois que j'ai démarré un boulot... Bon. C'est votre côté archéologue, ça, vous allez jusqu'au... C'est la vérité enfouie sous les tonnes de gravats, ça m'énerve. Donc il faut la dégager. On peut en Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Mais ça, tu t'en branles. Je veux dire que dédramatisons quand même, parce qu'au bout d'un moment, ça finit par donner de moi une image de... Dédramatisons, ça fait partie de la vie, des combats de la vie. Il y en a plein d'autres, il y en a beaucoup. Celui-là est très médiatisé, on le voit. Donc, bon, Battisti, c'est le premier à avoir des fous rires, même avant son extradition avec Guy Bedos et tout, qui disait « Qu'est-ce qu'on a ri avec l'affaire Battisti ?» Alors, il est où Battisti, là? Si je le savais, je ne vous le dirais pas. Je ne le sais pas. Je pense que, quand même, il n'est pas assez idiot. S'il y avait quelqu'un avec qui il devait se mettre en contact, quand même, un peu trop de visibilité dans l'affaire Battisti pour qu'ils disent « Tiens, je vais appeler Fred ». Non, je ne lui conseille pas. Hein, il vous appelle pas, là? Non. Moi, je suis sur écoute, je suis sur... C'est quoi son portable? Je ne sais plus. Et Ben Laden, vous l'avez, Ben Laden? Mais Thierry là, hein, Thierry là. Thierry a son portable parce que... C'est dur à joindre, ces gens-là. Hein. Quand on veut les avoir pour une info, c'est pas pratique. Hein. Je me suis fait la peine. Je me suis fait César Battisti Macaval, c'est publié chez Grasset Rivage. On va la garder. Je me suis fait la peine. Je me suis fait la peine. Je me suis fait la peine. Et puis il y a ça aussi, alors, dans Les Bois Éternels, votre nouveau polar, mais qui passe un peu à l'as avec tout ça, mais vous en foutez, vous en vendez beaucoup de toute façon, non? Oui. Ça marche bien? Oui, je sais pas pourquoi, mais... Ça marche bien, à juste raison. Ouais. C'est pas... C'est une très bonne écrivaine. Et alors, sur la grippe aviaire, qu'est-ce que vous avez inventé, alors, Fred? Vous allez vous foutre de ma gueule. Pas du tout, je sais ce que vous avez inventé. Vous avez inventé un grand manteau en matière plastique. Transparent pour pas qu'on se déshumanise comme les corbeaux de la peste. Parce qu'en fait, ça se transmet, hein, c'est ça l'analyse. Mais oui, le problème, c'est que les masques, il n'y en aura pas. Voilà. Ça, on le sait, c'est un problème de production et de quantité. La grippe, elle arrivera, bon, à 90% de risque. Ça veut dire quoi, à 90%? Tous les centres d'épidémiologie calculent le risque de mutation à 90% de probabilité, voire 100%. Donc elle arrive, la grippe aviaire? D'ici 5 ans. On a le temps de se préparer, de fabriquer la cape. Voilà. Parce que donc le problème, même si on avait des masques, il faut des lunettes parce que ça rentre par les muqueuses des yeux. Et puis c'est un aérosol. Quand on se parle, on est à combien? C'est 3 mètres max, hein, en éternuement ou en tout, 2 mètres en parole. Donc c'est un aérosol comme une bouteille d'évian. Hein, quand on... ça se dépose, l'aérosol, dans les cheveux. Et pourquoi ils ne nous le disent pas, ça, à la télévision? Alors je le dis, ça se dépose partout. Donc 60% des rhumes à peu près, on les attrape, on arrive dans un café, on fait ça, on ramasse l'aérosol, des gouttelettes de pflug. De pflug? Des gouttelettes de pflug. En fait, ça s'appelle des postillons microscopiques. Hein. Et donc, comme le virus de la grippe vit 3 à 4 heures à l'air libre, si on fait ça et qu'après on fait ça, on dit oh, c'est bien, on est tranquille dans ce café. Donc la cape, faut pas. Bon, je l'ai testé à la maison. Hein. Mais bon, c'est indispensable ce Z derrière, là. Le quoi? Le Z derrière. Non, il faudra qu'on puisse être autonome. Ne pas se mettre dans les mains du gouvernement qui ne pourra pas alimenter les gens en quarantaine vu qu'il n'y a pas de masque. Qui c'est qui va le faire, de nous apporter à manger? Donc, en fait, ce qu'il faut éviter, c'est la dislocation sociale.
l'épidémie tombe, en 3 jours, on devient des brutes, il faut le savoir. Il faut arriver à avoir une autonomie pendant 1 ou 2 heures pour aller faire ses courses. Ça me paraît indispensable qu'on ne se remette pas comme des bébés en disant que fait l'État ne pourra pas faire grand-chose. Et le Tamiflu, c'est très compliqué parce que ça marche dans les 48 heures de l'atteinte. Alors les gars, les médecins, comment ils savent en 48 heures où sont les hypocondriaques, les grippes aviaires et les grippes saisonnières? Donc avec une cape, on sort. C'est une cape en plastique transparent, mais on peut la taguer, on peut faire des trucs, hein, ça peut être marrant. Hein, on peut mettre de slip, aller dans le marais, enfin, il y a plein de possibilités. On peut se mettre tout nu en dessous, on peut blaguer. Et la cape, l'intérêt, c'est de forcer le virus intrant à s'impacter sur le plastique, à descendre jusqu'au sol pour qu'il aille se condenser avec les gouttelettes, vous me suivez toujours, au sol, tandis que nous, on bloque. Est-ce que le virus va frapper à Mardi Gras? C'est la seule question qu'on se pose. Alors quoi. évidemment, ça paraît rigolo, mais vous serez bien contente quand je vous livrerai votre petite cape. Alors, je prévois pour les angoissés. Moi, je suis restée 1 heure dessous. Une fermeture éclair? Oui, 2. Maintenant, j'ai sadomaso, son truc. J'ai retesté autrement. 2, comme ça, on respire normalement. On voit quelqu'un à 5 mètres. Pour les hypocondriaques, 10 mètres. On referme les fermetures. C'est comme les voitures, code phare, code phare. Oh putain. Mais ça va durer 1 mois de... Ah, c'est 1 mois? C'est rien, Et il y on va aura combien de rigoler. morts? Si on met la cape, il n'y en aura pas. Parce qu'il y a une place dans les hôpitaux Alors, avec où Tamiflu. peut-on acheter cette fameuse cape Mais elle n'existe Mais pas, je suis c'est en un train de la prototype. fabriquer à la maison avec ma sœur. Donc l'intérêt, ce que je veux, c'est un truc qu'on puisse fabriquer à la maison. Parce que qu'on ne retombe pas ce problème des masques et être tributaire d'une chaîne de production qui ne pourra pas produire. Donc, ce qui m'amuse, c'est de voir si on peut effectivement le fabriquer à la maison. Le truc dans le dos, en fait, c'est un fil de fer très fin pour que le plastique reste là, donc qu'on ne l'emboule pas. Non, mais c'est intéressant. Et tout ça, c'est pour aller faire ses courses. Ouais. C'est pas plus pratique de se faire livrer? Je sais pas, je pose la question. Qui va livrer sans masque? Le mec qui aura la cape. Merci d'avoir été avec nous tout à l'heure. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.